Cuba n'a eu de cesse de lutter pour sa liberté. Il y a eu 100 000 morts. Mais malgré la défaite, le pays a changé. Tout porte à croire que Meyer Lansky a totalement corrompu Batista. Ils n'ont pas menti, ils n'ont rien promis d'autre qu'une révolution et ils l'ont faite. Ces gars-là allaient devenir soit des martyrs, soit des héros nationaux. Il a dit à Khrouchtchev, vous devriez lâcher tout l'arsenal nucléaire soviétique. L'apocalypse. Jamais Cuba ne se mettra à genoux. Cuba est un État socialiste depuis plus d'un demi-siècle. Que l'ère socialiste ait débuté avec ou bien après la révolution menée par Fidel Castro en 1959 reste sujet à débat. En revanche, les icônes de cette lutte sont omniprésentes dans les rues. Au fil des crises qui ont agité le pays, la population avait d'autres choses à faire que de se soucier de la position de la nation sur l'échiquier politique. Qu'est-ce qui a poussé des centaines de milliers de Cubains à l'exode? Pourquoi l'armée cubaine s'est-elle retrouvée au cœur de guerres sanglantes en Afrique? Et comment l'île est-elle devenue une plaque tournante dans le trafic de drogue international? L'histoire de Cuba est marquée par 500 ans de pauvreté et d'insurrection. Mais ses habitants n'ont jamais abandonné leur rêve de liberté. À Cuba, la société était pluraliste, comme dans n'importe quel autre pays. On y trouvait aussi bien des libéraux que des communistes, des socialistes, des partis de droite ou de gauche. Mais au début de la guerre froide, quand la population s'est aperçue que le communisme allait être implanté, elle est entrée en résistance. Résistance qui a été violemment réprimée. Cuba est la plus grande île de la Caraïbe. À peine 145 km la séparent des États-Unis. Mais dans les années 60, elle constitue une des lignes de front de la guerre froide, en raison de l'alliance qu'elle a forgée avec l'Union soviétique et ses États satellites en Europe. Afin d'assurer la défense de Cuba et de l'URSS, des missiles nucléaires sont installés en secret sur l'île en 1962. En quelques minutes, n'importe quelle ville américaine pourrait être rasée. Pour l'Union soviétique, il s'agit d'armes d'autodéfense. De leur côté, les États-Unis ont installé des armes semblables près de l'URSS. Pour le président Kennedy, il s'agit là d'une menace inacceptable. Le monde n'a jamais été aussi près d'une guerre nucléaire totale. On allait tous mourir. Et il s'est produit un véritable miracle. C'est la raison qui l'a emporté, à la fois du côté de Khrouchtchev et de Kennedy. La crise des missiles cubains dure 13 jours. 13 jours pendant lesquels personne ne sait à quoi s'attendre. Les États-Unis établissent une quarantaine navale autour de Cuba, tandis que l'Union soviétique abat un avion américain. Des négociations officieuses finissent par résoudre la crise. L'URSS propose de retirer ses missiles de Cuba si les États-Unis retirent les leurs de Turquie. Le président Kennedy accepte, mais pas Castro.
Khrouchtchev n'avait aucune confiance en Castro. Il craignait qu'il lance le monde dans un conflit nucléaire. Les superpuissances parviennent à un accord. Et après avoir obtenu l'engagement de la part de l'URSS que Cuba se verra bien prêter de l'argent et recevra des armes, Castro finit par accepter. Son bras droit, Ernesto Che Guevara, lui, n'est pas d'accord. S'il y a friction entre les deux hommes, c'est parce que le Che considérait que l'Union soviétique apportait un soutien beaucoup trop timide au mouvement révolutionnaire. Che Guevara espérait bien plus de la part des soviétiques, voire des Chinois, alors que de son côté, Fidel s'était d'une certaine manière aligné sur les soviétiques. Après s'être fait limoger, Che Guevara se rend en Bolivie avec quelques soldats cubains afin d'aider à renverser le gouvernement en place. Il est blessé et arrêté. On s'est serré la main, on s'est donné une accolade, puis il s'est mis au garde-à-vous. Il pensait que c'était moi qui allais le tuer. Che Guevara sera exécuté peu après par un soldat bolivien. Il devient alors un martyr et une légende. Une véritable icône pour la gauche du monde entier. Castro a désormais le champ libre pour gouverner Cuba sans être critiqué. Depuis que sa révolution l'a porté au pouvoir le 1er janvier 1959, Fidel Castro considère les États-Unis comme l'ennemi numéro 1. Il ne devient socialiste qu'après la Révolution. Son but, éradiquer la pauvreté et offrir une éducation à tous. Il a donc lancé une campagne d'alphabétisation. Jusque-là, personne ne s'intéressait aux masses pauvres dans les campagnes. Fidel a décidé d'envoyer de jeunes citadins apprendre à lire et à écrire à toute la population. Des écoles et des hôpitaux sont construits partout sur l'île. Dès le début des années 70, les services publics de santé et d'éducation étaient gratuits. La population dans son ensemble y avait accès. De la même manière, plus d'un demi-million d'adolescents a pu accéder à l'enseignement secondaire. Le 29 janvier 1974, des équipes de télévision soviétiques sont à Cuba pour filmer la visite du secrétaire général Léonid Brejnev. L'économie de l'île est fortement soviétisée dès le milieu des années 70. Pour subsister, Cuba compte sur ses nations socialistes sœurs, au premier rang desquelles l'URSS. Les accords commerciaux sont au centre des discussions, l'économie cubaine étant calquée sur le modèle soviétique. L'État contrôle et planifie l'agriculture, l'industrie et le commerce. La soviétisation, c'est quand l'État s'occupe de tout, même quand il s'agit d'industries minimes comme la vente de sandwichs ou de ce que vous voulez. Toute initiative privée, aussi petite soit-elle, était interdite à partir de 1968. En plus de fournir une idéologie, l'Union soviétique soutient Cuba économiquement. Dans les années 60, Cuba a dû faire face à de sérieux problèmes d'approvisionnement. Et si le pays a tenu bon, ce n'est que grâce à ce pont maritime mis en place avec l'URSS. Des navires soviétiques acheminaient pétrole, denrées alimentaires et beaucoup d'autres choses. Sans l'Union soviétique, Cuba aurait sans doute coulé. Castro est accueilli en URSS avec les honneurs. Et en gage d'amitié entre les deux pays, il est autorisé à rapporter à Cuba certaines des dernières innovations soviétiques. Alors, bien sûr, il pratiquait des prix d'amis. La solidarité n'était pas que de façade. Elle était au cœur des relations que les deux États entretenaient l'un avec l'autre. Moscou soutient également Cuba dans la compétition sportive. Le succès est alors vu comme une preuve de la supériorité du socialisme. Cuba doit trouver un moyen de rembourser ses nations sœurs.
Le sucre est son premier produit d'exportation. Fidel Castro décide donc d'accroître massivement les exportations de sucre vers le bloc soviétique. La fin des années 60 se termine non pas par des exploits guerriers, mais par une tentative d'exploit économique qui est ce qu'on a appelé la safra, c'est-à-dire la récolte de canne à sucre de 10 millions de tonnes, qui voulait montrer à quel point Cuba pouvait surpasser tous les records de tous les temps en production. La quasi-totalité de la population est réquisitionnée. Les ouvriers, les paysans, les enseignants, les fonctionnaires, tout le monde participe à la récolte de la canne à sucre. Sur la banderole de ce camion, on peut lire un encouragement à couper la canne d'un seul coup de machette. Castro avait dans l'idée de mobiliser les foules, de les unir dans un projet commun et de relever le défi de produire 10 millions de tonnes. La contrepartie de cette récolte record en 1969, c'est l'affaiblissement de tout le reste de l'industrie. Les salles de classe et les usines sont vides, vu que des gens de tous horizons travaillent dans les champs. Même Fidel Castro met la main à la pâte. L'économie de Cuba connaît un point d'arrêt et mettra plusieurs mois à s'en remettre. C'est terminé de façon lamentable, non pas tant parce qu'il est arrivé seulement à 9 millions de tonnes, ça on peut lui pardonner, mais surtout parce que pour arriver aux 9 millions de tonnes, il a désorganisé la totalité de la vie économique, politique même, puisque le Conseil des ministres se réunissait au milieu d'hacienda ou de canne à sucre. C'est tout l'appareil d'État qui se retrouve au bord de l'effondrement. Le seul avantage tiré de ce désastre, l'URSS préfère effacer la dette de Cuba plutôt que de voir son allié péricliter. C'est le premier allègement de dette qu'a accordé Brejnev. Et de manière générale, les relations commerciales avec l'URSS et le bloc soviétique s'en sont trouvées renforcées. La présence soviétique à Cuba n'était pas du tout une présence d'occupation. Il n'y avait pas de soviétiques à tous les coins de rue. Il fallait aller dans certaines entreprises pour les trouver. Par contre, le discours ambiant était rempli d'allusions aux nations sœurs, dont l'URSS était le chef de file. Mais moi, personnellement, quand j'étais gamin, je n'ai pas senti de présence soviétique en tant que telle. Cette collaboration plus étroite avec l'Union soviétique est bénéfique pour Cuba. Dans les domaines de l'éducation et de la santé, le pays devance rapidement les autres nations latino-américaines. Par précaution, surtout face aux États-Unis, Cuba acquiert également du matériel militaire et des conseillers militaires cubains sont présents sur les zones de combat rebelles du tiers-monde. Castro, qui adore tout ce qui est militaire et qui, de surcroît, devait bien savoir que quand même il devait des choses, a trouvé excellente l'occasion d'une projection internationale de Cuba, et ne serait-ce également que sur le plan du prestige. Y para los revolucionarios cubanos, el campo de batalla contra el imperialismo abarca a todo el mundo. Así entendemos los revolucionarios cubanos nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Fidel Castro se sent toujours redevable envers l'URSS et il a bien l'intention de la rembourser. Mais cette fois-ci, pas avec du sucre. En 1974, le Portugal décolonise l'Angola. Une guerre civile sanglante éclate entre les factions communistes et nationalistes qui se disputent le pouvoir et en appellent à la communauté internationale.
C'est un jeu de gagnant-gagnant, quoi. Je veux dire, l'Union soviétique se dit, voilà, il y a un moyen là, pour nous, communisme, soviétisme, de progresser en Afrique, et pour Castro, un moyen à la fois de magnifier l'image de Cuba et de payer un petit peu sa dette à l'Union soviétique, si vous voulez. Dans ce climat de guerre froide, c'est devenu une sorte de guerre par procuration. Mais elle est née de ce combat pour l'indépendance et des différentes factions indépendantistes. Cuba est à plus de 11 000 km de l'Angola. Cette ancienne colonie portugaise située sur la côte atlantique de l'Afrique possède une frontière avec la Namibie, qui constitue à l'époque une sorte de colonie de l'Afrique du Sud. Le MPLA communiste est l'un des 3 groupes de résistance. Pour faire montre de sa puissance et dans l'optique de payer sa dette à l'Union soviétique, Fidel Castro décide d'une intervention de grande ampleur. L'Angola cherchait à obtenir l'aide internationale et c'est dans ce cadre que Cuba est intervenu, mais beaucoup plus massivement que ne l'avait prévu le gouvernement angolais. Vous aviez les grandes puissances mondiales et personne ne s'imaginait que le petit poisson cubain viendrait jouer dans la cour des grands. Cuba dépêche d'abord des conseillers pour entraîner les combattants du MPLA. Les factions ennemies, elles, reçoivent des armes de l'Afrique du Sud et des États-Unis. Les chefs du MPLA s'attendent à une aide semblable de la part du régime castriste. Le 4 novembre 1975, Fidel Castro envoie 35 000 soldats cubains en Angola. En Angola, Cuba et les soviétiques travaillaient de concert. Cuba fournissait les hommes et l'URSS les armes. Nos experts étaient partisans du concept d'opération utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, établir une tête de pont et ensuite avancer étape par étape, comme de Stalingrad à Berlin. La tactique des Cubains était tout autre. Ils ont utilisé des méthodes de guérilla qui consistaient à frapper et capturer l'ennemi lors de contre-attaques. La guerre en Angola est un affrontement indirect qui s'inscrit dans un contexte de guerre froide. Cuba combat du côté du bloc de l'Est, tandis que l'Afrique du Sud est dans le camp du bloc de l'Ouest. Le conflit envahit les écrans de télé des 2 côtés du rideau de fer. Ces images proviennent de la télévision soviétique d'État. C'est l'élite de l'armée cubaine qui est allée en Angola. Fury, Arnaldo Ochoa, la crème de la crème. Ils se sont battus avec vigueur. Le général Arnaldo Ochoa est le commandant suprême lors de la guerre en Angola. Malgré les difficultés logistiques d'un conflit intervenant à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui, il enchaîne les victoires à la tête des troupes cubaines. Le général Ochoa était l'un des plus jeunes officiers de la troupe de Fidel Castro dans la Sierra Maestra. Il s'est distingué très jeune par ses qualités de chef militaire avant le triomphe sur Batista. Avec l'avènement de la Révolution, il est promu commandant. C'est d'ailleurs l'un des plus jeunes commandants à ce moment-là. Il passe ensuite par l'école militaire en URSS et parvient à gagner le respect des officiers soviétiques. Le succès de l'armée cubaine sous son commandement, ainsi que son engagement dès les premières heures de la Révolution, lui confère un certain poids à Cuba. Quand il émet des critiques face à Fidel Castro au sujet du traitement des soldats cubains, les gens écoutent ce qu'il a à dire. Le général Ochoa était quelqu'un d'extrêmement intelligent sur le champ de bataille. C'était un véritable stratège de la guerre moderne, doté d'une très grande capacité militaire.
Mais il paie le prix fort pour ses succès. Des milliers de Cubains meurent en Angola, ainsi que plus d'un demi-million de civils angolais. C'était une guerre sanglante. Il y a eu énormément de morts. Sans compter que c'est une guerre qui s'est prolongée sur plusieurs années. En 1976, le MPLA, soutenu par Cuba, remporte une victoire provisoire. Mais les combats continuent jusqu'au début des années 90. C'est à ce moment-là que Cuba se désengage. Castro était très réticent à l'idée de rapatrier ses troupes. Le bien-être des Cubains n'intéressait pas Fidel Castro. Il était obnubilé par l'empreinte qu'il laisserait dans l'histoire. Quand il s'est rendu en Afrique et qu'il est devenu secrétaire général des pays non alignés, il portait une tenue africaine et s'est assis sur un trône. Il était content de lui. C'était sa vision des choses. Castro laisse à la propagande le soin d'exalter sa victoire. Mais bien peu de Cubains connaissent sa vie privée. Jusque dans les années 90, Monsieur Tout-le-Monde ne savait pas qu'il était marié. Pour l'homme de la rue, c'était le Comandante Enrife, un grand homme libre qui n'avait vécu que pour la Révolution. Personne ne savait vraiment où il se trouvait. C'était l'âme de la Révolution, c'est tout ce qui importait au peuple. Les chefs du gouvernement et leurs familles résident dans une propriété isolée et hautement fortifiée, non loin de la Havane. La tanière, en quelque sorte, de Fidel Castro, c'est El Punto Cero. Un espace de 6500 mètres carrés équipé d'un terrain de golf, où il vit avec son épouse, Dalia Soto del Valle, et ses 5 enfants. Cette carte montre les contours de la propriété, dotée d'une piscine. Toute la zone est sécurisée au maximum. Ce cliché pris à la volée montre Fidel Castro et son épouse en 2007. Ils sont mariés depuis 1980. Elle était institutrice à l'école fréquentée par ses propres enfants et les enfants de certains hauts dignitaires du pays. C'était une femme de caractère. C'était elle qui commandait à Punto Cero. Sur l'île, les dirigeants jouissent de quelques privilèges. Mais en bons socialistes, ils vivent assez modestement. Pour ce qui est des privilèges, il y a peu de différence entre un homme haut placé dans le gouvernement et un individu lambda. La différence tient aux moyens de transport. Le Cubain moyen se déplace à vélo, alors que celui qui est au pouvoir possède une Lada, ou du moins une voiture somme toute assez simple. Cuba est connu pour son mélange étrange entre vieilles autos américaines et voitures soviétiques. Fidel Castro, lui, a choisi quelque chose de plus extravagant, une Mercedes. Pendant des années, il a eu une Mercedes-Benz, une 280 SE. C'est un modèle qui peut paraître assez luxueux, mais pour y être monté dedans plusieurs fois, elle n'avait rien d'extraordinaire. C'était une voiture normale, pas mal abîmée par les fusils de la garde rapprochée. Elle était rayée de tous les côtés. Bref, ce n'était pas le grand luxe. Son plus grand plaisir ne réside pas dans les biens matériels, même s'il y trouve un peu son compte. Ce qu'il adore par-dessus tout, c'est être le centre de l'attention. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment il se met en rapport avec les gens. Ce qu'il cherche, d'une certaine manière, c'est à subjuguer son interlocuteur. Il tente de le convaincre de son génie, de l'impressionner par sa mémoire et une logorée
Si leurs dirigeants vivent une vie, certes modeste, mais bien protégée, les Cubains, eux, sont dans une situation beaucoup plus précaire. Le nombre de candidats à l'exil est sans cesse en augmentation. Beaucoup contactent la mission diplomatique américaine, qui rouvre provisoirement son antenne sur l'île en 1971. La section des intérêts américains à La Havane, située dans l'ambassade suisse. Pendant des années, on était installé dans un bâtiment sur le front de mer, le Malecón. On avait aussi un bureau à 2 pas où on s'occupait des réfugiés. C'était l'un des 3 centres destinés au contrôle des réfugiés situés hors du territoire américain. Certains habitants fuient avec l'aide de la mission diplomatique américaine. D'autres optent pour des méthodes plus périlleuses comme la traversée en mer. Année après année, des milliers de Cubains quittent leur pays pour les États-Unis. Il y a cette vieille expression qui dit que dans les dictatures, les gens votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils s'en vont. C'est intéressant de voir que, fin 79, Fidel pensait être au sommet de sa gloire. Et en avril 80, c'est la douche froide. Il y a eu une forte protestation, un rejet du système. Les problèmes d'approvisionnement, la pénurie de biens de consommation, voire parfois de denrées alimentaires, ainsi que les restrictions à voyager, poussent la jeunesse à quitter Cuba pour l'Europe ou les États-Unis. En avril 80, la goutte qui fait déborder le vase tombe quand le régime restreint encore davantage les moyens légaux de quitter le pays. D'autres périodes de restrictions suivront. Les habitants ne pouvaient sortir du territoire qu'au compte-gouttes. On a finalement assisté à un exode massif, surtout en 1980, où plus de 100 000 personnes sont parties du port de Mariel. Le 1er avril 1980, un groupe de Cubains fonce en bus sur l'enceinte de l'ambassade du Pérou pour demander l'asile. Le personnel de la chancellerie refuse de les livrer aux autorités cubaines. La réaction de Castro est surprenante par son manque patent de diplomatie. Il fait relever les gardes autour de l'ambassade et encourage tous les candidats à l'exil à aller frapper à la porte des Péruviens. L'exode de Mariel s'est produit parce que le Pérou accordait l'asile à tous ceux qui se présentaient. Fidel a décidé de retirer les gardes de l'ambassade et au bout d'un jour, on comptait 10 000 personnes dans l'enceinte de l'ambassade. Alors bien sûr, ça a fait scandale. Il s'est dit, comment je résous tout ça? Ils veulent partir, et bien qu'ils s'en aillent, que ceux de Miami viennent les chercher. Toutes les personnes disposées à partir doivent se rendre sur la plage de Mariel, à l'ouest de La Havane, afin d'être transférées à Key West, le point le plus méridional des États-Unis. Des exilés cubains en Floride organisent les premiers ferries pour les réfugiés. Entre avril et octobre 1980, le balai des ferries est incessant pour faire face à cette marée humaine. A los que están, que se han exilado, que les aproveche su sociedad de consumo y su ciudadanía norteamericana después de haber abandonado a su patria. Y a los que quisieran marcharse, que no es por, si no pueden marcharse no es por culpa nuestra, sino por culpa del gobierno de Estados Unidos que no quiere admitirlo allí. Nosotros no les prohibimos que salga nadie del país. Al contrario, puertas abiertas. 27 réfugiés trouvent la mort, le plus souvent par noyade, après être tombés par-dessus bord. Plus de 100 000 arrivent sains et saufs en Floride où ils obtiennent un permis de travail. Mais le gouvernement cubain a une idée derrière la tête. L'idée était d'inonder Miami de criminels. On a profité de cet exode pour vider les prisons et les asiles cubains et laisser les Américains s'en occuper. Bah quoi? Ils voulaient partir? Alors les voilà.
Les autorités américaines arrêtent tous les réfugiés suspects et vérifient leur casier judiciaire. Sur les 130 000 personnes qui étaient parties aux États-Unis, il devait y avoir entre 10 et 20 000 criminels, assassins, fous ou déséquilibrés. Ce qui fait un total d'environ 10%, ce qui est loin d'être négligeable. Quelques 2500 Cubains passent jusqu'à 15 ans dans les prisons américaines avant que Cuba n'accepte de les rapatrier. En 1980, suite à l'arrivée massive d'exilés cubains, le taux de chômage grimpe d'1% en Floride. Mais les 3/4 des Cubains parviennent à trouver un emploi et leur succès répand un vent de mécontentement sur l'île. Les relations entre Cuba et les États-Unis en pâtissent énormément. Et à la fin des années 80, un nouveau conflit vient jeter de l'huile sur le feu. Les agents des stupes américains affirment que de grosses quantités de cocaïne entrent sur le territoire en passant par Cuba. Cuba mouille dans le trafic de drogue depuis très longtemps. On a des documents à foison qui le prouvent. La cocaïne vient de Colombie. Cuba y soutient un groupe communiste rebelle local depuis les années 60. Les plants de coca poussent principalement dans les montagnes colombiennes. La cocaïne en est extraite, puis distribuée dans le monde entier. Afin de financer leur combat clandestin, les rebelles communistes, les FARC, collaborent avec les barons de la drogue. L'histoire du narcotrafic cubain commence au moment où Cuba rencontre des difficultés à approvisionner les guérillas en Colombie. Cuba soutient des groupes de guérilleros colombiens depuis les années 60, dont certains qui collaborent avec les barons de la drogue depuis les années 70 pour financer leurs activités. Un des officiers cubains a eu l'idée suivante. Et si j'allais discuter avec les trafiquants de drogue pour qu'ils m'aident à apporter l'aide logistique aux guérilleros et les faire venir s'entraîner à Cuba? Fidel a donné son accord. Des armes, et en particulier des mitrailleuses, sont introduites clandestinement en Colombie. Les narcotrafiquants transportent les armes pour les guérilleros pendant qu'eux s'occupent des champs de coca et des laboratoires. Ça a commencé à fonctionner et, en échange, Fidel autorise les trafiquants à utiliser les eaux territoriales cubaines. Du coup, on a commencé à voir des avions jeter des paquets flottants que des barques venaient ensuite récupérer. Mais Fidel exigeait que lui soit reversé 10%. Après avoir capturé et interrogé des mules, les agents américains s'aperçoivent que le gouvernement cubain trempe dans le trafic de cocaïne. On a des preuves indubitables qui montrent que certains hauts dignitaires cubains facilitaient le transport de la cocaïne à Cuba. L'information existe bel et bien. J'ai personnellement pris part à une unité opérationnelle pour les États-Unis. J'étais déjà à la retraite. Le frère d'un général cubain, ici, à Miami, a été appréhendé avec 100 tonnes de cocaïne. Il a essayé d'obtenir une peine moins lourde en disant que son frère était général et qu'il dealait directement avec Raúl Castro. Les Américains ne parviennent à attraper que du menu fretin, sans pouvoir identifier et neutraliser les gros requins. Pour moi, certaines personnes du régime voyaient la drogue comme un moyen légitime de déstabiliser les États-Unis, tout en leur garantissant une énorme entrée d'argent. L'argent de la drogue est blanchi à Cuba avec, semble-t-il, l'approbation du gouvernement.
Les banques internationales, implantées sur le territoire, étaient utilisées pour faciliter le blanchiment de l'argent. Les États-Unis ne trouvent néanmoins aucun lien direct entre Castro et le trafic de cocaïne. Fidel n'a jamais parlé avec un narcotrafiquant. C'est Tony de la Guardia qui s'en chargeait. Tony de la Guardia est un colonel au sein du ministère de l'Intérieur cubain. Il est responsable de missions bien particulières. Ils ont commencé à s'occuper de missions spéciales pour le compte de Fidel Castro. En 1982, ils ont demandé à mon père de se rendre aux États-Unis, autant que faire se peut sans violer l'embargo, dans le but de récupérer du matériel high-tech qu'il était impossible de se procurer légalement à Cuba, précisément en raison de l'embargo. Le gouvernement américain affirme avoir des preuves de l'implication de Cuba dans le trafic de drogue. Certains officiels cubains sont jugés par contumace, mais les véritables cibles restent des individus plus haut placés. Pendant ce temps, des nouvelles alarmantes arrivent de Moscou. Le nouveau secrétaire général, Mikhail Gorbatchev, a décidé de lancer des réformes historiques qui s'avéreront fatales à l'Union soviétique. Il avait adopté la même attitude que nous. Au début, je le trouvais compétent. Je pensais qu'on aurait droit à la démocratie, que la situation du pays allait s'améliorer. Gorbatchev tenait de beaux discours, mais au fond, il cédait aux desiderata des Américains. Mais c'était impossible de savoir ce qu'il allait devenir. Castro ne prête guère attention aux réformes engagées par Gorbatchev. Mais vu la dépendance économique qui lie Cuba à l'Union soviétique, il doit travailler avec lui, que cela lui plaise ou non. Une nouvelle génération d'hommes politiques est arrivée au pouvoir en URSS. Et surtout, la mère patrie de la révolution socialiste était agitée par une révolution, un bouleversement culturel radical, avec la perestroïka et la glasnost. C'était une ouverture qui encourageait les nouvelles idées. Dans l'Union soviétique, la perestroïka ou restructuration et la glasnost ou transparence deviennent la politique officielle. Le vieux système est au bord de l'effondrement. Pour Gorbatchev, ces réformes sont le seul moyen d'éviter la faillite à son immense empire. Gorbatchev voulait la clarté, la transparence et l'honnêteté. Vous voyez le tableau? Fidel avait toujours été contre la transparence et l'honnêteté. Pour lui, c'était clair et net. L'Union soviétique allait péricliter, et c'est ce qui s'est passé. Pour le régime castriste, la fin de l'URSS serait une catastrophe. Afin de passer lui aussi pour un réformateur, Castro lance alors la politique de la rectification, ou redressement. Par contre, le pouvoir total du gouvernement ne peut toujours pas être remis en cause. Fidel a toujours rechigné à mettre en place des réformes d'importance. Et il a souvent dit textuellement « L'île coulera avant d'abandonner le marxisme-léninisme ». À cette époque, le sous-directeur des services secrets cubains, Juan Antonio Rodríguez Meñé, est en poste en Hongrie. Il profite de sa position pour fuir avec femme et enfants. Qu'est-ce que je pouvais espérer? J'avais 52 ans. Je voulais assurer le bien-être de ma famille, qu'elle aille de l'avant comme bon lui semblait. Mes enfants avaient la vie devant eux. Moi, je n'avais aucune ambition. Je n'en ai jamais eu, et encore moins aujourd'hui. Le héros de la guerre en Angola, le général Arnaldo Ochoa, reste étroitement en contact avec l'Union soviétique pendant et après le conflit. Il est un peu plus jeune que Fidel Castro et ses prouesses militaires ont fait de lui un héros national.
il rencontre Gorbatchev et semble ouvert à la discussion sur la nécessité de réformer Cuba. Ses critiques à l'encontre de Fidel Castro attirent l'attention de l'URSS. Gorbatchev l'a rencontré pour discuter de tout ça. Arnaldo Ochoa parlait russe et avait beaucoup de relations en Union soviétique vu qu'il avait fait l'école militaire là-bas. Il avait été témoin des changements en cours. Et Fidel a dit « Non, non, je ne veux pas perdre le pouvoir ». Le 12 juin 1989, Arnaldo Ochoa est arrêté puis jugé. Le héros de la République est accusé de trafic de drogue. Le ministère public soutient que lui et 14 conspirateurs ont fait de Cuba la plaque tournante du trafic de cocaïne, à l'insu du gouvernement. Si cette opération a bel et bien existé, Fidel et Raúl Castro étaient obligatoirement au courant. Avec ces accusations, ils voulaient monter un dossier contre Ochoa, alors qu'il n'y avait aucune preuve directe de sa participation. Ochoa ne pouvait pas être incriminé, et pourtant, ils l'ont accusé. Pourquoi? Tout simplement parce que Fidel Castro voulait faire un exemple. C'était une façon d'envoyer un message à tous les hauts gradés et les hauts fonctionnaires. Si je suis capable de faire fusiller mon général le plus glorieux, c'est que tout le monde peut y passer. Avant le procès, les Américains fournissent les preuves que le gouvernement cubain lui-même mouille dans le narcotrafic. Castro est contraint de réagir. Le gouvernement américain avait réuni des preuves qui établissaient le lien entre Cuba et le trafic de drogue. Des preuves impossibles à cacher. Tony de la Guardia, un ami proche de Raúl Castro, est accusé de trahison et jugé avec le général Ochoa. Dans un simulacre de procès en public, il dit ce que le régime souhaite entendre. No recuerdo la cantidad de cocaína, aterrizar en Varadero, posteriormente trasladar la droga a unas lanchas que irían para Estados Unidos. Le procès a été retransmis à la télévision, mais il y a eu tout un processus avant même le passage au tribunal. Il y a eu des communiqués de presse qui disaient que cette offense faite à la patrie serait lavée avec du sang. Donc, en fait, avant même que la peine de mort soit prononcée, on savait clairement qu'ils allaient être fusillés. Arnaldo Ochoa et Tony de la Guardia sont tués par un peloton d'exécution avec 2 autres accusés. Le reste est condamné à de lourdes peines d'emprisonnement. Mon père a été arrêté le 13 juin et fusillé le 13 juillet. Ça vous montre à quel point il voulait éliminer ces individus. Fidel et Raúl Castro prétendent n'avoir jamais pris part au trafic de drogue. Le verdict souligne l'autorité qu'ils exercent sur le pays. Il n'y a aucune place pour les réformes ou pour des prétendants à leur succession. Leur propagande dépeint Cuba comme une utopie socialiste, un pays qui envoie des médecins partout dans le monde où une aide humanitaire est nécessaire. Pendant ce temps, le socialisme s'effondre en Europe. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Un gouvernement du peuple après l'autre se fait évincer. Je me suis longuement entretenu avec Raúl Castro à Cuba. Je lui ai raconté ce qui s'était passé à l'automne 89. Il voulait absolument comprendre pourquoi l'Allemagne de l'Est et l'Union soviétique avaient échoué. C'était vital pour le clan Castro, afin de pouvoir se maintenir au pouvoir et perdurer. Mikhaïl Gorbatchev est secrétaire général du Parti communiste jusqu'en 1989, puis devient président de l'Union soviétique pour 2 courtes années. Alors que les anciens pays européens du bloc soviétique se tournent vers l'avenir, Cuba est pris dans un cercle vicieux empreint de peur et d'isolationnisme. La chute de l'Union soviétique a été un vrai désastre pour Cuba. Le pays vendait désormais une idéologie dont plus personne ne voulait.
En 1991, l'Union soviétique se disloque et Boris Eltsine succède à Mikhaïl Gorbatchev et devient président de la Russie. Face à une économie en faillite, il coupe l'aide financière et matérielle jusque-là accordée aux pays alliés. L'économie et l'armée cubaine se retrouvent en grave difficulté. Une crise dans l'Union soviétique ne pouvait qu'avoir des conséquences à Cuba, étant donné la dépendance économique de l'île avec l'URSS. Le pays recevait environ 5 milliards de dollars chaque année en aide économique et 1 milliard supplémentaire en aide militaire. En 1990, un grand journal ouest-allemand m'a demandé d'écrire un article sur l'avenir de Cuba. J'ai conclu par ces mots: jamais Cuba ne se mettra à genoux. Le pays connaît alors l'une des plus grandes crises de son histoire. L'électricité, le charbon, l'essence et le pétrole, ainsi que certaines denrées de base, sont rationnées. Par crainte de la pénurie et de la famine, la population fait des réserves. Dans les grandes villes, certains se mettent à l'élevage et cultivent un potager pour pouvoir manger. C'est ainsi qu'a commencé une période d'indépendance qui a duré de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Mais la situation du pays sur le plan de l'approvisionnement était catastrophique. La population souffrait de famine. Le gouvernement était incapable de répondre aux besoins des gens sans aide extérieure. Comme lors de la période pré-révolutionnaire, Cuba tente à nouveau de se financer par le tourisme. Des complexes hôteliers sont construits ou modernisés et les plages restaurées. Avec l'arrivée des Européens et des Canadiens, les devises fortes entrent dans le pays. Une solution partielle, mais quand même importante. Je dis partielle parce que le problème des touristes, c'est qu'il faut les nourrir. Et si vous ne produisez pas de la bouffe chez vous, il faut importer. Pour attirer les touristes et leur argent, Fidel Castro autorise une mini-révolution en 1993. Le dollar américain est légalisé dans le pays. Cette mesure, à destination avant tout des touristes, a un autre avantage. Les Cubains exilés aux États-Unis peuvent désormais envoyer de l'argent à leurs familles restées au pays et améliorer leur niveau de vie. La légalisation du dollar en 1993 était une mesure d'urgence au plus fort de la crise. C'était une manière de prendre l'argent des exilés et d'assurer la survie du pays avec une nouvelle entrée d'argent. Environ 2 milliards de dollars arrivaient chaque année. Ça représentait beaucoup plus que les revenus tirés des ventes de tabac et de sucre combinés. Si le dollar est le bienvenu, les citoyens américains, eux, ne peuvent entrer à Cuba qu'à partir d'autres pays. Le régime a toujours besoin d'un ennemi. Et comme l'a dit Fidel dès les premiers temps, une révolution comme la mienne a besoin d'un ennemi et cet ennemi, c'est les États-Unis. Ils ne veulent pas de normalisation entre nos deux pays. On doit rester leur ennemi pour qu'ils puissent expliquer l'échec de leur système. À cause de son grand âge et de sa santé déclinante, Fidel Castro doit apprendre à déléguer. Son frère Raúl prend en charge une partie de ses responsabilités. Raúl avait 2 projets en tête qu'il a réussi à faire passer. Le premier concerne la mainmise des militaires sur les entreprises civiles. Et la seconde concerne les marchés paysans. Les petits producteurs peuvent désormais vendre leurs récoltes et en tirer du profit. 40% de l'économie, surtout alimentée par le tourisme, reste néanmoins contrôlée directement par l'armée. Il faut bien comprendre que les forces armées cubaines, à la différence de ce qui se passe ailleurs dans le monde, se sont muées en une espèce de gestionnaire de l'économie nationale. La promesse de Fidel Castro pour un Cuba libre et socialiste ne s'est finalement pas concrétisée, tandis que les autres pays socialistes se sont effondrés. Afin de sauver son île et son pouvoir, il a établi un contrôle militaire total sur l'économie et la société. Après la chute de l'Union soviétique, il a dû trouver de nouveaux partenaires pour assurer sa survie. La relance du tourisme sert un objectif principal, celui de financer l'armée cubaine et par là même maintenir les Castro au pouvoir.